Corrigé de l'activité 3, l'ovaire et l'utérus, structure, fonctionnement et contrôle. On a vu dans le chapitre précédent que chez la femme, les ovaires possèdent, comme les testicules chez l'homme, une double fonction. La production des gamètes, qui sont les ovules d'une part, et la production d'autre part d'hormones, qui permettent son fonctionnement cyclique. Le but du TP était de localiser ces deux fonctions dans les ovaires et de déterminer comment l'activité ovarienne est contrôlée. Donc la partie 1 du TP concernait les ovaires, et on vous demandait tout d'abord de légender la photographie d'une coupe d'ovaire de Lapine avant l'ovulation. Pour ce faire, on vous donnait ce document qui représente un schéma d'un ovaire. Donc on voit que l'ovaire est irrigué par des vaisseaux sanguins, c'est normal, et qu'il contient un certain nombre de structures que l'on appelle ces follicules. Ces follicules présentent des tailles et des organisations différentes. Lorsqu'ils sont très petits, ils ne contiennent qu'un ovule. Lorsqu'ils sont gros, ils contiennent toujours un seul ovule, mais ils sont riches en tout un tas de cellules qu'on appelle les cellules folliculaires, et ils contiennent une cellule qu'on appelle communément l'ovule, mais qui en fait est un ovocyte. On ne parle d'ovule qu'après l'ovulation. On observe aussi dans l'ovaire des structures ici, creuses, qui sont les corps jaunes, ou remplies, qui sont des corps jaunes plus petits. À l'aide de ce document, on pouvait compléter les légendes de la coupe d'ovaire de Lapine, donc la paroi de l'ovaire, le vaisseau sanguin. On repérait très facilement le plus gros des follicules qu'on appelle le follicule de De Graaf. Ici un follicule cavitaire avec son ovule au milieu, ici aussi. Des follicules plus petits qu'on appelle follicules secondaires. Les tout petits follicules qui sont les follicules primaires, voire encore plus petits, les follicules primordiaux. Et en dernier lieu, ici, un corps jaune. Pour compléter, on vous donnait à regarder une animation sur les cycles sexuels de la femme. Donc les premiers jours du cycle sont marqués par les règles. L'endomètre est détruit et est éliminé. Le follicule est déjà assez gros. Au cours des 14 jours suivants, il grossit et grossit jusqu'à l'ovulation. La muqueuse utérine, elle, est en phase dite proliférative, elle s'épaissit. Après l'ovulation, le follicule devient un corps jaune. La muqueuse est très épaisse, on parle de phase sécrétoire. À la fin du cycle, les règles. Le follicule grossit pendant la phase folliculaire. Après l'ovulation, c'est le corps jaune. On parlera de phase corps jaune ou de phase lutéinique. À la fin du cycle, de nouveau les règles, un nouveau cycle recommence. Vous aviez à votre disposition aussi ce document qui nous disait la même chose au niveau de la photo que ce qu'on savait déjà, mais qui rajoutait en information que au cours du cycle, au milieu de chaque cycle, un ovocyte et un seul est expulsé. On pouvait donc en déduire la première fonction de l'ovaire, qui est la production des gamètes. Le document 6, page 213, présentait les résultats d'expérience du développement de la muqueuse utérine chez une souris. On nous précisait que les œstrogènes sont des hormones qui sont produites par les follicules en croissance. Donc la souris témoin, on ne lui a rien fait, présente un développement normal de la muqueuse utérine.
Dans cette expérience, il fallait raisonner comme on le fait tout le temps. Depuis vos études, tout début de vos études en SVT, j'observe, je déduis. Donc on observe que lorsqu'on réalise l'ablation des ovaires, il n'y a pas de développement de la muqueuse utérine. On pouvait donc en déduire que l'ovaire contrôle le développement de la muqueuse utérine. Dans la deuxième expérience, on réalise l'ablation des ovaires, puis on les greffe, c'est-à-dire qu'on les remet dans le corps de la souris en rétablissant les vaisseaux sanguins. Sinon, il n'y a pas de greffe. On observe comme résultat que la muqueuse utérine se développe. On peut donc compléter la déduction précédente. L'ovaire contrôle le développement de la muqueuse utérine par voie sanguine. La troisième expérience, on réalise l'ablation des ovaires, puis on injecte des œstrogènes. On nous dit que ce sont des hormones produites par les follicules en croissance. Et on observe un développement de la muqueuse utérine. On va donc pouvoir compléter la déduction précédente. L'ovaire contrôle le développement de la muqueuse utérine par voie sanguine en produisant des hormones, les œstrogènes. On a donc mis en évidence la deuxième fonction de l'ovaire qui est la production des hormones. Pour préciser comment ces hormones sont sécrétées, par quelles cellules et à quel moment du cycle, vous aviez à votre disposition le document 7, page 213. Donc ce document présente l'élément principal dans l'ovaire qui est le follicule au cours du cycle menstruel. Au début du cycle, le follicule est relativement petit. Il contient son ovule et de nombreuses cellules folliculaires. Au moment de l'ovulation, l'ovule est expulsé. Le follicule devient un corps jaune. La deuxième partie du document présente un graphique avec des dosages de progestérone et de stradiol. On nous précise ici que sous l'action des œstrogènes et de la progestérone produite par le corps jaune, la muqueuse utérine se développe. Et on nous précise aussi que le stradiol est le principal œstrogène chez la femme. Comme il y en a d'autres, on parle toujours des œstrogènes et pas de l'œstradiol, mais l'œstradiol est l'hormone prépondérante. Si on s'intéresse à la quantité d'œstradiol dans le sang au cours du cycle, donc on est ici en picogrammes par millilitre et on va être sur cet axe. On voit qu'au début du cycle, la quantité d'œstradiol est d'environ 50 picogrammes par millilitre. Cette quantité reste faible pendant les 5 premiers jours, puis elle augmente. Elle atteint à peu près 250 picogrammes par millilitre avant l'ovulation. Elle commence à diminuer avant même l'ovulation. Et après l'ovulation, elle est relativement faible puisqu'on est en dessous de 100 picogrammes par millilitre. On observe ensuite une petite augmentation, mais qui n'atteint jamais l'augmentation qui précède l'ovulation. Et à la fin du cycle, le taux d'œstradiol est identique à celui de départ, faible, aux alentours de 40-50 picogrammes par millilitre. En ce qui concerne la progestérone, cette progestérone, elle est très faible, voire égale à 0. Et attention, là on est en nanogrammes par millilitre sur cet axe. Et après l'ovulation uniquement, cette progestérone augmente pour atteindre des quantités égales à 11 nanogrammes par millilitre. Vous constatez ici qu'il y a une erreur, mais on la corrige facilement. Je ne m'en étais même pas rendu compte. En même temps que se produisent ces changements dans le follicule et cette sécrétion d'hormones, on voit que la muqueuse utérine, qu'on appelle l'endomètre, est détruite pendant les 5 premiers jours, pendant lesquels il n'y a pas d'hormones, puis elle s'épaissit,
pendant la période où l'œstradiol augmente et elle continue de s'épaissir pendant la période où il y a de la progestérone et de l'œstradiol. Donc on peut en déduire plusieurs choses. Tout d'abord, que l'ovaire produit des œstrogènes pendant toute la durée du cycle. Cependant, il y en a davantage pendant la première moitié du cycle, avec un pic vers le 12e jour. Puis, l'ovaire continue de produire des œstradiols, mais en plus faible quantité. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que l'ovaire produit de la progestérone pendant la deuxième moitié du cycle. On pouvait ensuite compléter le schéma B, schéma du cycle ovarien. Donc au jour 14, l'ovulation. Avant l'ovulation, la phase folliculaire, avec maturation du follicule principal. Et après l'ovulation, la phase lutéale, qu'on appelle aussi phase corps jaune, avec un corps jaune. Dans la deuxième partie du travail, on s'intéresse à l'utérus. Donc on sait que l'utérus chez la femme possède une fonction essentielle de nidation d'un embryon, puisque c'est dans l'utérus que se développe l'embryon pendant toute la grossesse. Qu'en absence de grossesse, l'endomètre, qui est la partie superficielle de la muqueuse utérine, l'endomètre varie d'épaisseur et il est détruit et éliminé à la fin de chaque cycle, puisque chaque cycle commence par les règles, qu'on appelle aussi les menstruations. Donc, dans cette deuxième partie, on voulait que vous apportiez des réponses à cette question: comment le cycle utérin est-il régulé? Et là, désolé, dès le départ, il y avait une erreur sur le document. En annexe, je n'avais pas mis du tout le bon, en annexe C, puisque j'aurais dû vous mettre des coupes transversales de l'endomètre au cours du cycle sexuel. Alors, ça n'empêchait pas de répondre aux questions, puisque vous aviez sur ce document les variations de l'épaisseur de l'endomètre, mais malgré tout, ça pouvait perturber un petit peu votre raisonnement. Donc, on compare l'épaisseur de la muqueuse utérine au cours du cycle. Au début du cycle, elle est très peu épaisse et elle est très dense. À partir du 14e jour et jusqu'au 24e jour, elle continue de s'épaissir, mais vous voyez qu'elle est moins dense. Des cavités se forment à l'intérieur. Et à la fin de la phase sécrétoire, juste avant les règles, l'endomètre est toujours très épais et il forme ce qu'on appelle de la dentelle utérine. Et donc après l'ovulation, l'endomètre est beaucoup plus épais, mais moins dense. On vous renvoyait sur l'expérience pour vous demander quelles étaient les hormones produites par les ovaires. Et donc là, il fallait juste dire que l'ovaire produisait des œstrogènes. Et on complétait de nouveau avec le document 7 pour préciser que après l'ovulation, le corps jaune produit de la progestérone qui régule l'épaisseur de la muqueuse utérine. Donc je pense que c'est ce type de raisonnement qui vous a un petit peu induit en erreur, c'est-à-dire que le but c'était de construire pas à pas les connaissances, d'abord ce qui se passe au niveau de l'ovaire, puis comment la production d'hormones au niveau des ovaires agit sur l'état de l'utérus, mais ça vous a posé beaucoup de problèmes parce qu'on faisait des allers-retours entre les documents. Puisque de la même manière, on vous renvoyait de nouveau sur l'animation des cycles sexuels
pour voir non plus l'ovaire, mais ce qui se passe au niveau de la muqueuse, donc détruite pendant les règles, puis pendant la phase proliférative, elle s'épaissit. Et après l'ovulation, elle se transforme avec des invaginations qui finissent par former de la dentelle. Pendant que dans l'ovaire, il y a le corps jaune qui produit la progestérone. Donc le schéma D était à compléter, donc on pouvait commencer à le compléter avec ce qu'on venait d'apprendre des ovaires. Donc les ovaires leur fonctionnement peut être séparé en deux phases, la phase folliculaire et la phase corps jaune, marquée par entre les deux l'ovulation. Pendant la phase folliculaire, production d'oestrogène. Pendant la phase corps jaune, production d'œstrogène, mais aussi production de progestérone qui agit sur l'utérus. L'utérus, deux événements, le développement de l'endomètre pendant la phase proliférative et une transformation de l'endomètre pendant la phase sécrétoire qui forme de la dentelle et qui va permettre l'anidation d'un éventuel embryon en cas de fécondation. Comment tout ceci est contrôlé? De la même manière que chez l'homme. On vous le disait, comme chez l'homme, l'adénohypophyse est sous le contrôle de l'hypothalamus via la GnRH. Donc là, vous retrouviez toutes les notions que vous aviez vues chez l'homme. Donc ce document, dont on avait déjà étudié cette ligne pour le rôle de FSH et LH chez l'homme, eh bien on va voir le rôle de FSH et LH chez la femme. Donc chez la femme, FSH stimule le développement des follicules ovariens. Et LH déclenche l'ovulation et la transformation du follicule en corps jaune, une fois que ce follicule est vide et ne contient plus d'ovules. Donc on retrouve ici le graphique de tout à l'heure sur lequel on a rajouté FSH et LH. Et l'on voit que pendant la phase folliculaire de l'ovaire, qui correspond à la phase proliférative de l'utérus, la quantité d'FSH augmente un peu, mais reste toujours relativement faible. Ici, les unités, c'est en unité internationale par millilitre. C'est quand les unités sont compliquées avec beaucoup de zéros, 10-6, 10-12, on utilise ce qu'on appelle des unités internationales. C'était pas très grave, l'important c'est de voir que la quantité augmente ou diminue. Au moment de l'ovulation, FSH augmente un tout petit peu, puis redevient relativement faible. Par contre, pour LH, la situation est tout à fait différente. Pendant la phase folliculaire, LH augmente peu. Mais juste avant l'ovulation, on a une augmentation très importante de LH et il y a ovulation. Puis la LH diminue et redevient assez faible. Alors comment on interprète ceci? Eh bien, l'augmentation légère de FSH ici stimule les follicules. On vient de nous le dire dans le tableau. Et leur permet de mûrir afin de pouvoir libérer un ovocyte. Ici, LH, par sa quantité très importante, agit sur le follicule mûr et déclenche l'ovulation, puis sa transformation en corps jaune. Et l'on pouvait ainsi finir de compléter le schéma bilan de tout à l'heure. L'hypothalamus, comme chez l'homme,
produit la GnRH, qui, comme chez l'homme, agit sur l'hypophyse, qui produit deux hormones, FSH et LH. FSH agit sur les cellules du follicule pour maturer le follicule et permettre l'ovulation. LH agit pour déclencher l'ovulation et ensuite la transformation du follicule vide en corps jaune. Les cellules folliculaires produisent les œstrogènes, les cellules du corps jaune produisent les œstrogènes, mais surtout la progestérone. Et on observe au niveau de l'utérus un fonctionnement cyclique, là aussi, avec un développement de l'endomètre pendant la première partie du cycle, et après l'ovulation, une modification de l'endomètre pour le rendre apte à l'anidation.